Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ce webinaire ce matin. Mon nom est Geneviève Anne, je suis donc la directrice des ventes et du marketing pour Abercrombie & Kent en France et en Belgique. On va parler ce matin d'Asie du Sud-Est. La semaine dernière, on était en Jordanie, en Australie et en Nouvelle-Zélande, mardi en Inde. Là, on va parler d'une région qui est très appréciée, je crois, de nos voyageurs européens. Pour ce faire, on va accueillir Baptiste Dauvergne, qui est notre directeur commercial pour les marchés européens en Asie du Sud-Est. Baptiste va nous parler donc, de la situation dans sa région en ce moment. Alors, juste quelques rappels techniques. Désolée de me répéter pour tous ceux qui nous sont fidèles. Vous êtes accueillis de manière muette sur ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la petite boîte de dialogue qui se trouve en bas de votre écran et qui s'appelle questions et réponses, Q&R. On répondra à vos questions à la fin du webinaire. Je vous retrouverai avec Baptiste tout à l'heure. D'ailleurs, le webinaire est enregistré, ce qui veut dire que vous allez recevoir un lien d'ici 2 ou 3 jours de cet enregistrement que vous pourrez visionner à nouveau ou communiquer à vos collègues qui n'auraient pas pu se joindre à nous. Voilà. Alors, avant de passer la parole à Baptiste, je voudrais vous donner quelques éléments de rappel pour Abercrombie & Kent. Là aussi, ceux qui nous connaissent vont retrouver des éléments familiers, mais pour ceux qui nous connaîtraient moins, Abercrombie & Kent est né au Kenya en 1962, donc on a quasiment 60 années d'expérience et d'opération derrière nous, 58 très exactement. Ça veut dire effectivement qu'on est capable de fournir des services de qualité à la carte, sur mesure, dans un certain nombre de destinations. Et ça veut dire aussi qu'au fil, je dirais, surtout des 20 dernières années, on a réellement été confronté à tout un tas de crises comme notre profession dans son ensemble et qu'on a été habitué à les gérer et à s'occuper de vos clients dans quelques situations que ce soit. Alors, je crois que c'est un élément plutôt rassurant pour vous, quelle que soit la situation, et on y pense en ce moment avec la crise du Covid-19, bien sûr, vous êtes informé de ce qui se passe pour vos clients et on est capable de les rassurer, de les assister en toute connaissance de cause. Alors pour ça, on a un réseau de bureaux très important, 55 bureaux dans environ 30 pays. Ça nous permet, je dirais, d'être très proche du terrain. Donc là aussi, il y a 2 aspects. Il y a le côté connaissance de la destination, connaissance intime de la destination. Donc là, vous avez besoin d'expériences spécifiques, de sortir un petit peu des itinéraires classiques. Bien entendu, on a des équipes sur place qui savent le faire, mais ça veut aussi dire que pendant la préparation du voyage, avant le départ ou sur place, s'il y a quoi que ce soit qui se passe, on est capable de vous en tenir informé, on vous informe et vous savez comment réagir vis-à-vis de la demande que vous avez entre les mains ou vis-à-vis des passagers que vous avez sur le terrain. Donc ça, je crois que c'est important aussi. Dans le même esprit, bien sûr, nos process santé-sécurité, on a des exigences qui sont assez importantes là-dessus et on n'a pas attendu l'émergence du Covid pour mettre tout cela en place. Nos 5 bureaux, nos 55 bureaux ont l'habitude de ces procédures. C'est vrai qu'on va être capable aussi de vérifier auprès de tous nos partenaires si eux-mêmes ont le même niveau d'exigence que nous concernant la sécurité et l'aspect sanitaire du voyage. Donc ça, c'est important. Et 2 autres éléments encore, on était encore sur la slide précédente, Baptiste, excuse-moi. 2 autres éléments encore, la relation qu'on a avec nos fournisseurs. Ça fait des années qu'on utilise des partenaires qui nous sont fidèles et auxquels nous sommes fidèles. Ça nous permet, bien sûr, d'avoir une grande fiabilité pour vous. Si vous avez des demandes qui sont un petit peu spécifiques, délicates, ou des demandes un petit peu hors des sentiers battus, on sait que nos fournisseurs nous suivront, ils ne vont pas nous laisser tomber pour essayer de vous répondre au mieux. Alors, on est bien sûr en relation avec des hôteliers, des restaurateurs, des compagnies de transport, mais aussi des autorités touristiques plus classiques comme les consulats, les ambassades, les offices de tourisme. Ça aussi, ça nous permet d'avoir des informations de première main et de réagir de la manière la plus adéquate qu'il se peut. Enfin, dernier petit mot et petit clin d'œil, je dirais, puisqu'en ce moment, le mot à la mode, c'est la distanciation physique. Alors, Abercrombie & Kent, c'est historiquement le voyagiste qui fait voyager ses clients de manière privative. Donc, tout ce qui est transfert, guide, tout est organisé de manière individuelle, donc guide privatif, transfert privatif, dans certaines régions, des casques audio pour permettre, par exemple, aux clients d'écouter le guide sans être trop près des autres visiteurs. Ça va être des coups de fil dans les musées ou certains lieux, la proposition pour vos voyageurs d'entrer avant ou après les horaires d'ouverture habituels sur des lieux ou sur des musées ou des sites. Donc, toute cette notion de voyage privatif et de distanciation physique, c'est quelque chose qu'on connaît bien et qui nous est familier. Voilà, donc la diapositive suivante, c'est notre carte du monde. Juste, donc,
55 bureaux dans le monde, un maillage de bureaux qui est très important et qui nous permet de répondre à beaucoup de vos demandes, y compris des itinéraires combinés. Juste deux petits points là-dessus. Le premier, c'est qu'on a ouvert, comme c'est récent, je le rappelle, aux États-Unis en janvier dernier. Vous voyez un petit point au Colorado aux États-Unis. On a une opération basée à Boulder, très exactement, et vous pouvez nous interroger sur les États-Unis. Et puis, vous dire aussi, j'insiste un petit peu là-dessus, parce que c'est important à mon avis, ENK est un opérateur du luxe historiquement, bien entendu, mais depuis plus d'une dizaine d'années aujourd'hui, on a ouvert la gamme de nos prestations à des voyages moins sophistiqués, un petit peu plus abordables, et on est capable de répondre à des demandes qui seraient probablement moins onéreuses et peut-être très adaptées à la clientèle européenne. Enfin, la dernière diapositive parle de Sanctuary Retreats, une marque que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Juste pour vous rappeler effectivement que nos camps d'Afrique, aussi bien que nos bateaux de croisière sur le Nil, au Myanmar ou en Chine, suivent les mêmes process de confort, intimité, sécurité que les opérations ENK. Et donc, vous pouvez les utiliser sans aucun souci. Je vous rappelle bien sûr, puisqu'on parle d'Asie du Sud-Est, que nous avons un bateau qui s'appelle l'Ananda et qui, je n'oserais pas dire le plus beau, ce serait présomptueux, mais qui est un des plus beaux bateaux qu'on puisse trouver sur l'Irrawaddy, qui sera bientôt à nouveau en opération. Je vous invite à nous interroger là aussi si vous avez des demandes. Voilà, merci de votre attention pour ces généralités. Je vais laisser la parole à Baptiste. Voilà, bonjour Baptiste. Et moi, je vous retrouve en fin de session pour les petites questions-réponses si vous en avez. À tout à l'heure. Super, merci Geneviève pour cette introduction. C'était plus que parfait, en plus de terminer avec la Birmanie. Alors en effet, là on parlait très rapidement de l'Ananda. Je ne l'ai pas inclus dans ma présentation aujourd'hui. Ceci étant, pour celles et ceux d'entre vous qui sont intéressés pour en apprendre plus sur les croisières fluviales dans cette partie du monde, je peux vous envoyer donc l'enregistrement d'un précédent webinaire que j'ai fait il y a déjà quelques semaines, voire même 1 ou 2 mois si je m'abuse, où donc j'ai couvert l'Irrawaddy en Birmanie et donc la croisière dans le nord du Mékong, le sud du Mékong et le Laos. Voilà, donc ça c'était pour la partie croisière. Donc je m'appelle Baptiste, comme Geneviève vient de le dire. Je suis basé donc au bureau de Bangkok, qui est notre bureau principal ici en Asie du Sud-Est. Ça fait à peu près, ça fait quasiment 4 ans que je suis dans la région. Donc voilà, moi pour info, avant j'étais donc avec Geneviève justement au bureau de Paris. Et donc dans ces 4 ans, je compte 3 ans en Birmanie. Donc j'étais au bureau de Yangon avant, puis je suis venu du coup en Thaïlande. Alors voilà, juste pour rappel, l'Asie du Sud-Est, donc ENK Asie du Sud-Est a vu le jour il y a un peu plus de 30 ans maintenant. Avec donc le premier bureau était celui de Bangkok, qui est toujours le bureau principal aujourd'hui. Aujourd'hui, on compte 9 bureaux régionaux avec des équipes qui sont compétentes, expérimentées, au fait de la situation, qui sont bien formées. Ensuite, voilà, la marque ENK, Geneviève en a parlé rapidement, mais c'est vrai qu'elle est connue dans le monde entier, elle est garantie de sécurité pour vous et pour vos clients, parce qu'en termes de ressources financières qui sont suffisantes, ce qui est très important, notamment en cas de crise, notamment de crise sanitaire comme ceux qu'on vit maintenant. On a une réputation générale qui est sur le marché qui est assez forte aussi, donc on dirait qu'on est reconnu par nos pairs comme délivrant parmi l'un des meilleurs services dans la région, voilà, pour ne pas dire le meilleur. Et les fournisseurs aussi avec lesquels on travaille, c'est très important, ça doit toujours se soumettre avec succès à des audits, des contrôles de sécurité, des sanitaires aussi. Ça, c'est quelque chose vraiment sur lequel on fait très attention, et donc depuis qu'on a vu le jour, encore une fois, il y a plus de 30 ans. Après, en termes de programmes, d'itinéraires, on fait vraiment au mieux pour vous offrir des itinéraires créatifs et uniques, essayer de dépasser les attentes de vos clients de la manière que nous pouvons. Quoi d'autre au niveau des hôtels, on va utiliser vraiment des hôtels des propriétés qui conviennent le mieux à vos clients. Donc, si je veux dire, nous ne les ferons pas dans un circuit, mais on va inclure des hôtels d'une grande variété de fournisseurs pour personnaliser le voyage parfait du coup pour vos clients. Geneviève en a parlé rapidement, on peut réserver donc évidemment des hôtels 5 étoiles, ce qui est un peu notre cœur de métier, ce qu'on fait depuis toujours, mais aussi du 4 étoiles, ça notamment en Asie du Sud-Est, on le fait très bien depuis quelques années, toujours en veillant à ce que vos clients obtiennent le meilleur voyage pour leur budget. Et enfin là par contre, on passe dans l'extrême, si vous avez des clients qui ont un budget limité, mais un budget très conséquent, on a aussi conçu un itinéraire unique en jet privé, donc spécialement pour les voyageurs munis de leur propre avion privé et qui les amènent aux tout meilleurs endroits de notre région, et tout ça mis en valeur bien sûr par nos expériences et prestations VIP tout au long du circuit. Alors, donc, on va démarrer par le sujet du jour, mais le sujet dont on parle malheureusement depuis plusieurs mois, qui est le Covid-19. Je vais faire une petite mise à jour vraiment par pays, donc pour les 5 pays qu'on a en Asie du Sud-Est.
Donc, on va démarrer par la Thaïlande, hein, qui est notre destination principale ici. Il semble que la Thaïlande vraiment va rouvrir dans un premier temps ses frontières à des pays régionaux. Voilà, ils sont donc seulement excluant de fait pour le moment les Européens. Les autorités envisagent une première ouverture des frontières à certains pays en fait, qui semblent être parvenus à maîtriser pour le moment la maladie. Donc, certains touristes qui proviennent de Chine, de Corée du Sud, Vietnam, d'Australie ou de Nouvelle-Zélande qui devraient pouvoir revenir, ont annoncé les autorités sans toutefois donner de date. Et il faut savoir aussi que pour l'instant, les rares voyageurs, donc thaïlandais ou étrangers, qui rentrent sur le territoire sont actuellement soumis à une quarantaine de 14 jours. C'est-à-dire qu'en effet, même si demain, le gouvernement acceptait de laisser rentrer les Français en Thaïlande, il y aura toujours donc, cette quarantaine de 14 jours dans des structures mises à disposition par l'État ou à leurs frais dans les hôtels. Donc voilà, ça c'est pour faire un petit topo. On espère vraiment que ça va changer d'ici les prochains mois. On se dit peut-être que dans le troisième trimestre ou le quatrième trimestre, le gouvernement va commencer un petit peu à changer les choses. Mais il est vrai que l'épidémie de coronavirus a beaucoup ralenti ces dernières semaines dans le royaume. Là, on a 0 nouveau cas local depuis 40 jours. Et on espère vraiment que les Européens soient à nouveau autorisés à voyager, je veux dire, en Thaïlande dès septembre-octobre. Et du coup, pas seulement en Thaïlande, parce que c'est un petit peu la même situation aussi en Vietnam. Le Vietnam a eu très peu de cas depuis janvier, parce qu'ils étaient vraiment en confinement depuis février au début mars, il me semble. Donc tout de suite, ils ont vite fermé leurs frontières. Donc voilà. Donc là, le pays, tous les business sont ouverts, les parcs sont ouverts aussi, les restaurants, les bars. En Birmanie, mais par contre, c'est vrai qu'aussi en Birmanie, au Cambodge et au Laos, les pays commencent la vie reprend un petit peu son cours, si j'ose dire. Mais par contre, voilà, dans ces 5 pays-là, les frontières sont encore fermées pour l'instant. Et moi, je pense honnêtement qu'une fois que la Thaïlande ouvrira ses frontières aux Européens, et ben le Vietnam et d'autres pays vont lui emboîter le pas, si j'ose dire. Voilà. Dans tous les cas, je ne manquerai pas de vous informer de tout changement. Voilà, là, ici, j'ai mis volontairement une photo du marché de Calo. Donc, Calo, qui est une petite ville coloniale située dans l'état de Shan, en Birmanie, près du lac Inle, pour vous montrer que voilà, des mesures de distanciation sociale elles sont en place dans toute la région, donc même ici, un petit marché de Calo. Voilà, donc on s'est vraiment d'espacer les gens dans les restaurants, dans les marchés, dans les magasins. On prend souvent aussi la température. Alors, là, je parle un peu vite, mais déjà en Asie, il faut savoir qu'il est courant de porter des masques au quotidien. Bon, pas comme ça, on est d'accord, mais pour tout d'abord ne pas contaminer tout le monde lorsque nous sommes malades, ou bien à cause de la pollution. C'est vrai que dans des grandes villes comme Bangkok, bon, ça peut arriver, des pics de pollution, donc les gens sont habitués à porter des masques. Et un truc bête aussi, mais en Asie Sud-Est, on a l'habitude de prendre, ça dépend des gens, mais plusieurs douches par jour en raison de l'humidité. Voilà. Après, le gel hydroalcoolique pour les mains, on le retrouve dans une majeure partie des centres commerciaux, dans des résidences. Moi, c'est le cas chez moi. Je vis dans un immeuble et j'en trouve. On prend ma température aussi dès que je sors de l'immeuble et dès que je rentre également. On trouve du gel aussi donc, dans les bureaux, tous les lieux publics. La prise de température, je viens d'en parler rapidement. Ça se fait partout. Moi, j'ai eu l'occasion de reprendre un avion l'autre jour pour aller dans le sud de la Thaïlande et on a pris ma température 2 ou 3 fois à l'aéroport. Puis une fois du coup en arrivant sur l'île, voilà. Et donc du coup, nous savons qu'en tant que DMC, là, on a vraiment travaillé sur des règles d'hygiène et de conduite pour vos clients qu'on pourra partager avec vous prochainement mais encore une fois, dès que les frontières rouvriront, on espère que ce sera prochainement. Et voilà, on espère être prêt à accueillir vos clients en fin d'année. Voilà. Mais comme à toute chose, malheur est bon, cette crise sanitaire aura au moins eu l'avantage de voir la nature reprendre, en tout cas temporairement, ses droits. Et voilà, j'ai mis cette photo d'une petite tortue volontairement pour illustrer. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on a une tortue rare qui a émergé de la mer à Koh Samui pour pondre au moins 80 œufs donc, sur une plage de cette île. Et en plus, c'est arrivé quelques minutes avant le début de la journée mondiale de l'environnement. Donc, c'est un signe de plus de la manière dont la faune sauvage tire le meilleur parti de la pandémie de coronavirus, qui au final qui a limité le déplacement des hommes. Donc, et cette tortue, elle a choisi une plage de l'île qui est normalement fréquentée par plusieurs millions de personnes chaque année et a été suivie par des vétérinaires grâce à une puce numérique implantée. Voilà pour la belle histoire. Ensuite, donc, chez NK, partout dans le monde, et notamment en Asie du Sud-Est, c'est vrai qu'on est fiers d'offrir une réelle valeur ajoutée avec un portefeuille d'expérience unique, adapté au profil et aux passions de vos clients. Donc, pour cela, c'est vrai qu'il est essentiel pour nous de connaître les intérêts et justement les passions de vos clients afin de pouvoir personnaliser le voyage le plus possible. Donc, ça peut être des clients qui aiment l'art. Donc, dans ce cas-là, on va privatiser une petite galerie d'art, que ce soit à Hanoï, à Yangon, de l'art contemporain, par exemple, avec un des artistes qui expose son travail. Ou bien, on peut organiser une balade à pied dans le quartier créatif de Bangkok, situé près de la rivière Chao Phraya, près du Mandarin oriental, où il y a beaucoup de street art
Et ça, on va le faire avec un curateur d'art. Ensuite, si on a des clients plus aventureux, alors on peut proposer des activités sportives de type quad, faire de la randonnée, du ziplining par exemple. Et donc, à chaque fois, avec des logements adaptés qui vont plutôt être des éco-lodges de type boutique, qui sont tenus par des tribus de montagne en général. Pour des clients, la recherche d'un séjour bien-être, tout ce qui touche à la santé de la personne, c'est pareil, on a beaucoup d'expériences à proposer. Et puis des séjours directement dans des hôtels centrés sur le bien-être. Alors voilà, après, quelles seront les conséquences post-Covid à court et moyen terme sur notre manière de voyager en Asie Sud-Est? La question qu'on se pose, c'est devons-nous modifier nos habitudes de voyage? On va se pencher sur la question. Et il est vrai qu'il y a certaines tendances qui se dessinent clairement. Alors tout d'abord, il y a celle des croisières privatives. Et notamment, donc là, je vais illustrer avec l'Indonésie. C'est quelque chose qu'on nous demande de plus en plus. Et alors là, comme pour les hôtels, on peut réserver des bateaux de niveau 4 et 5 étoiles, toujours en voyant ce que vos clients obtiennent le meilleur voyage pour leur budget. C'est pareil, si on connaît leur budget, du coup, forcément, parce qu'il y a tellement de bateaux, comme vous pouvez l'imaginer en Indonésie, on va pouvoir choisir le bateau le plus adapté. Et je vais parler de l'Indonésie, parce que l'Indonésie est un pays qui est large et au final, du coup, qui se visite un petit peu toute l'année. Et comme il est en dessous de l'équateur, du coup, la météo est opposée à celle aux autres pays de l'Asie du Sud-Est, tout ce qui est Vietnam, Thaïlande, Birmanie. Mais après, donc, des croisières privatives, on peut organiser en Birmanie, dans l'archipel de Mergui, à Phuket. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de régions où on peut faire ça, mais c'est vraiment une tendance qui encore une fois se dessine. Et là, c'est l'un des bateaux qu'on peut vous proposer, donc, qui s'appelle le Prana, qui est absolument magnifique. Et donc, c'est vrai on a de très bons liens, on est vraiment très connectés avec tous ces propriétaires de yachts, de toute taille, encore une fois. Et l'une des tendances, une autre tendance observée ces derniers temps, c'est du coup de combiner un séjour terrestre en Indonésie. Donc, on va dire par exemple 3 nuits à Bali, donc on va plutôt aller à Ubud pour du culturel, et puis ensuite quelques nuits dans le sud de Bali pour une ambiance un peu plus internationale, un peu plus cool, si j'ose dire. Puis ensuite, on va combiner ça avec une croisière à Komodo, croisière à Raja Ampat pour aller plonger. Donc voilà, juste finir encore une fois en rappelant que c'est important de connaître les budgets des clients, parce que c'est vrai qu'il y a certains bateaux qui peuvent coûter jusqu'à 10 ou 15 000 dollars par nuit, et puis il y a évidemment des bateaux de plus petite taille pour des budgets un peu plus raisonnables, un peu moins importants, si j'ose dire. Et voilà, j'en profite pour rappeler qu'Abercrombie & Ken s'est associé à Aqua Expeditions l'année dernière afin de créer une sélection de. Donc vous avez sûrement entendu qu'Aqua a lancé un nouveau bateau qui s'appelle l'Aqua Blue, donc en Indonésie, et nous on s'est associé avec eux afin de créer une sélection d'extensions privées de croisière, donc en Indonésie et à Singapour, donc avant ou après la croisière. Donc il faut savoir déjà qu'avec Aqua Blue, les clients pourront explorer le parc national de Komodo, les îles Spice et Raja Ampat à travers des itinéraires de 7 à 12 nuits. Donc nous, on peut réserver la croisière pour vous, évidemment, parce qu'Aqua, c'est un de nos meilleurs partenaires. On travaille très bien avec eux, à la fois sur le Mekong, mais aussi en Amérique du Sud, dans nos destinations. Donc on peut réserver la croisière pour vos clients. Et ensuite, on peut proposer des extensions de croisière à Ubud, Java, Lombok, mais aussi à Singapour. À Singapour, on peut organiser une escale de luxe, par exemple. L'opportunité de découvrir le design et la mode singapourien grâce à l'accompagnement d'un styliste personnel. On peut aussi découvrir l'art avec l'art, l'architecture, la culture et la gastronomie de la ville, avec des expériences nocturnes, avec des visites dans les quartiers branchés de la ville. Ensuite, on peut organiser une extension dans des régions isolées de Sulawesi, c'est l'une des îles les plus diversifiées d'Indonésie, pour découvrir des paysages magnifiques et la culture fascinante du peuple des hautes terres de Toraja. Donc voilà, moi j'ai un document comme ça à disposition avec toutes ces petites extensions. N'hésitez surtout pas à me le demander si vos clients ont l'Indonésie en tête ou juste pour information. Donc voilà, là du coup on a extrait la carte de toute l'Asie du Sud-Est afin de mettre en avant les principales régions à visiter pour des croisières. Donc on va démarrer par Phuket évidemment en Thaïlande, qui est l'une des régions les plus populaires, mais également l'archipel de Mergui qu'on ne voit pas très bien mais qui fait partie du cercle bleu dont je parlerai un peu plus en détail dans quelques minutes. Raja Ampat et les Spice Islands, c'est une région magnifique, notamment pour plonger. C'est vrai que si vous parlez des plongeurs certifiés, nombre d'entre eux vous diront que c'est l'un des plus beaux spots au monde. Il y a des petites îles qui sont couvertes de jungle, c'est absolument magnifique. Donc voilà, justement, là, une photo de Raja Ampat. Ensuite, une autre zone populaire, c'est le parc national de Komodo, évidemment, où là, on peut découvrir des magnifiques plages de sable rose, on peut se baigner avec des requins-baleines, et évidemment partir à la recherche, si j'ose dire, espérer pouvoir observer des dragons de Komodo. Donc, voilà, Komodo. Et alors là, j'ai rajouté un petit cercle en bleu à la gauche de Komodo pour montrer donc c'est Bali. En effet, Bali est très proche de Komodo. On parle de 45 minutes en avion, donc ça se combine très très bien. Donc encore une fois, des croisières disponibles toute l'année. Comme je l'ai dit, l'Indonésie est en dessous de l'équateur, donc météo inversée avec les autres pays d'Asie du Sud-Est. Et comme c'est un pays qui est très large, il y a différentes saisons d'est en ouest. Voilà, donc ça c'est juste quelque chose à garder en tête.
Ensuite, une autre tendance qu'on a notée récemment, ce sont les séjours dans les villas privées. Donc, que ce soit des familles, des groupes d'amis. Alors, donc là, il y a plusieurs options pour les villas. Soit donc les villas d'hôtel, comme celle-ci ici, qui est une superbe villa qui à Condao, donc qui appartient au Six and Seas. Et après, donc, on travaille aussi avec des villas indépendantes dans toute la région. C'est pareil, je serais ravi de vous donner plus d'informations, mais c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Par exemple, on a Pasak Tong, qui est dans le nord de la Thaïlande. C'est un complexe de villas qui est situé à quelques minutes de route de Chiang Rai. C'est un lieu qui est exceptionnel, qu'on peut voir ici, qui est entouré de rizières, de plantations de thé. Ils ont leur propre buffalo. Chaque terrasse offre un parfait cadrage sur le paysage, comme vous voyez ici. Les intérieurs sont vraiment magnifiques. Chaque objet d'art a été choisi avec beaucoup de subtilité et de raffinement. Et c'est un complexe de villas qui appartient à une famille royale européenne. Voilà, donc, ceci expliquant cela, expliquant pourquoi chaque objet d'art a été vraiment choisi avec beaucoup de subtilité. Donc, vos clients vous pouvez louer soit une villa ou tout complexe. Ils ont également leur propre hélipad. Donc, pour des clients qui ont le budget, qui veulent éviter d'être dans des avions avec d'autres touristes, on les récupère à Chiang Mai, on les transfère directement à l'hélipad de Pasak Tong en hélicoptère privé. Alors, ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, mais ce n'est pas vraiment nouveau pour nous à NK. Vraiment essayer d'éviter la foule, c'est quelque chose qu'on fait depuis qu'on a vu le jour il y a plus de 50 ans maintenant. Et alors là, j'ai pris l'exemple du Cambodge parce que c'est vrai que quand vous visitez les temples d'Angkor, et notamment Angkor Wat, même en vous levant à 4h, 4h30, il y a toujours beaucoup de touristes. Mais voilà, après, il y a des petites astuces que nous on connaît. Par exemple, quand on va visiter Angkor Wat, justement, nous on va rentrer par la porte Est. Alors, pour celles qui sont allées, l'entrée principale, donc celle depuis laquelle vous prenez vos photos, vidéos, vous mettez sur Instagram, c'est la porte ouest. Et tout le monde se précipite sur la porte ouest parce que on va être là au lever du soleil, quand il y a ces jolies lumières avec le reflet dans le petit lac, dans l'eau. Et ben non, nous, on fait rentrer les clients par le côté est. Et du coup, je vous l'assure, pour leur fête de 3 fois, il n'y a absolument personne. Et puis, je ne suis pas allé il y a 2 semaines, je suis vraiment allé en haute saison. Et au moment où les touristes vont rentrer depuis l'entrée ouest pour commencer à visiter le temple, ceux qui vont visiter le temple, parce que malheureusement, bon nombre d'entre eux ne viennent que pour les photos, et ben nous, à ce moment-là, on fait le tour et on revient sur l'entrée ouest. Voilà. Ensuite, on va visiter Taprom, par exemple. Taprom, c'est un temple qu'on fait très tôt le matin et on organise un petit déj, comme vous voyez ici, avec l'espèce de tuk-tuk avec la moto à côté. C'est un petit déj qui est assez classique, hein, mais on a aussi du champagne à côté. Alors, on ne peut pas vous faire des œufs, mais c'est plutôt des viennoiseries, etc. Et après, on visite très tôt, on peut faire une balade à vélo aussi. Et du coup, on va suivre comme ça un parcours, on va visiter d'autres temples, et on va faire l'inverse de tout ce que font tous les autobus, puis on rentre à l'hôtel pour un petit déj. Donc, c'est quelque chose qu'on fait très bien, et encore une fois, depuis très longtemps. Ensuite, c'est vrai que la Thaïlande est réputée donc, pour sa cuisine, sa culture, ses plages paradisiaques, mais aussi pour ses retraites spirituelles. Donc, on retrouve de nombreux lieux en fait, qui permettent de réapprendre un petit peu l'harmonie entre le corps et l'esprit. Je pense notamment à Shivasam, qui est très connu à Hua Hin, qui est à 2-3 heures au sud de Bangkok, et à Kamalaya, sur l'île de Koh Samui. C'est un luxueux établissement qui a été plusieurs fois récompensé, qui est parfait pour faire une cure de santé et de nutrition à la carte. Donc, on retrouve traitements personnalisés qui sont conçus par des professionnels de santé, yoga, méditation, visite de temples. Il y a des petits temples en fait dans l'hôtel où on peut aller faire du yoga, de la méditation, exercice spirituel, diète et massage. C'est vraiment l'endroit idéal pour se détendre et faire une détox. Et moi, j'ai eu l'occasion d'y dormir il y a quelques années et je suis vraiment parti sans aucune attente. J'ai passé 3 jours là-bas, je suis vraiment ressorti bien plus détendu qu'avant. Donc voilà, sinon on a Shivasam, il y en a d'autres évidemment en Indonésie, parce que Bali est également réputé pour son ambiance apaisante. Les clients nous demandent souvent de dormir au Como Shambhala Estate. Et c'est vrai que donc les clients qui vont y dormir, ils vont retrouver une atmosphère, vraiment une ambiance apaisante dans chacun des soins d'inspiration asiatique qui sont proposés par l'hôtel. Et l'hôtel, comme vous voyez ici, il est situé au milieu d'une jungle luxuriante et verdoyante. Il dispose d'un un pavillon de yoga en plein air, situé sur les hauteurs d'une vallée, donc offre une vue spectaculaire évidemment sur la rivière. Et c'est là que les clients pourront suivre des cours de yoga quotidiens, qui sont gratuits, ou encore réserver des séances individuelles auprès de leur instructeur professionnel. Donc on l'a dit, Bali est une destination spirituelle, parce que notamment car c'est l'une des seules îles hindoues du pays. Donc si vos clients sont à la recherche de ce genre d'expérience, alors ils pourront participer au rituel du Malukat. Et donc en effet, les Balinais pratiquent une méthode pour neutraliser les énergies négatives en quelqu'un. Et donc, c'est du Melukat. Et c'est un rituel qui est passé de génération en génération et fait partie intégrante de l'hindouisme balinais. Voilà, on peut organiser des petites marches méditatives avec
avec un prêtre, du coup, dans les plantations de rizières, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Voilà, là, on va partir complètement hors des sentiers battus maintenant. Et je vais parler un petit peu de l'archipel de Mergui, qui se trouve en Birmanie, qui est un petit peu au nord de, puis la carte ici, un petit peu au nord de Phuket, qui est un archipel qui était complètement enfin, les étrangers ne pouvaient pas y accéder avant il y a quelques années. C'est un archipel qui compte plus de 800 îles, la plupart étant inhabitées, qui est accessible via des vols quotidiens depuis Yangon, donc jusqu'au sud de la Birmanie, comme vous voyez ici, ou Bangkok, jusqu'à la ville de Ranong, qui est toujours en Thaïlande, donc de l'autre côté. Et après, depuis Koh Tang ou Ranong, c'est un transfert en yacht de 2 heures, 2 heures et demie depuis la jetée jusqu'à l'île de Waale. Alors, il y a aussi l'option de venir depuis Phuket. On peut, en effet, c'est 4 heures de route depuis Phuket, donc on les amène jusqu'à la jetée, et ensuite il y a encore le transfert en bateau. Et donc voilà, donc j'ai parlé de l'île de Waale, donc qui se situe sur l'île éponyme. C'est la seule propriété qu'il y a là-bas, qui fait partie du parc national de Lampi. Et c'est vraiment un endroit paradisiaque qui n'a pas encore été découvert par le tourisme de masse, qui offre une nouvelle expérience inoubliable, où il y a des paysages marins spectaculaires qui rencontrent des îles de forêt dense, des plages de sable blanc et des lagons bleus, quelques villages sur pilotis, des tribus de pêcheurs aussi. Donc voilà, le Waale, donc l'avant c'est plutôt une photo de l'archipel que j'avais ici, et là c'est une photo donc, du Waale, qui est la première station haut de gamme, qui a vu le jour fin 2018, pardon, située sur, voilà, je dis sur une île privée éponyme, cadre à couper le souffle, hein, je vous remonte encore une fois, avec vraiment une nature omniprésente. Donc c'est un éco-lodge qui a été en fait taillé dans une forêt tropicale. Il y a un parc national marin exceptionnel. Du coup, il est habilement isolé du reste de l'île parce qu'il est donc à l'extrême, à la pointe nord de l'île. Et donc on retrouve des villas sur la plage, celle que vous pouvez voir ici, et des villas dans les arbres. Et chacune d'entre elles offre des vues magnifiques sur la plage. Donc il y a 10 villas sur la plage et 2 villas dans les arbres. Moi, j'ai eu l'occasion d'y dormir, d'y passer 2 nuits, juste avant l'ouverture, et j'ai eu un réel coup de cœur pour ce refuge intime, je dirais, et particulièrement pour tout le staff, pour leur accueil, leur service. C'était ultra personnalisé. Bon, en plus, il s'avère que j'étais le seul client ce week-end-là. Donc là, quand je dis ultra personnalisé, ça l'était vraiment. Mais aussi leur écoute. Le chef, il accorde une grande attention à la cuisine, ce qui est excellent et varié. On voit la saveur asiatique rencontre la Méditerranée. Comme j'ai dit, ce n'est que 12 chambres, il y a des douches extérieures. Là, vous pouvez le voir, la toile ici vient d'Afrique du Sud, donc ils ont essayé d'un peu de recréer l'ambiance camp mobile Afrique de l'Est. Donc c'est une super propriété où aller. Et je recommande un minimum de 3 nuits parce que, encore une fois, ça prend un peu de temps pour y aller, que ce soit depuis Yangon ou Bangkok. Même si vous partez tôt le matin, vous n'avez pas avant 13 ou 14 heures. Donc le premier jour, vous n'avez pas forcément envie de trop bouger. Parce que c'est vrai qu'en termes d'activité, je ne l'ai pas dit, mais donc, du coup, toutes les activités nautiques sont incluses, bon, à part la plongée, donc tout ce qui est snorkeling, faire du paddle, du kayak, de la randonnée dans la jungle, tout est inclus. Et donc voilà, le premier jour, on a plutôt envie de se poser, et dès le lendemain, on a une activité le matin, une l'après-midi, ou alors le matin, on profite de la plage. Donc 3 nuits au minimum, c'est bien. Voilà, maintenant, vite fait de retour au Cambodge. Donc au-delà de l'aspect culturel avec les temples d'Angkor, maintenant j'aimerais bien vous parler du Shintamani Wild, qui est la dernière création frappante de Bill Bensley, qui est ce fameux designer donc, grâce à qui on doit le Siam Hotel à Bangkok, le Four Seasons Triangle d'Or à Chiang Rai, pardon, dans le Triangle d'Or justement en Thaïlande, et de nombreux autres hôtels. Donc c'est le premier vrai camp de luxe au Cambodge, qui est niché au cœur de la nature sauvage du parc national des Cardamom, que vous voyez ici, plus ou moins dans le petit cercle rouge, à seulement 3 heures de route au sud de Phnom Penh. Donc le camp il associe à la fois un esprit de conservation unique, partenariat public et privé afin de protéger les espaces de vie des populations locales, un design magnifique, du coup, dans le même esprit que les tentes du Four Seasons Tented Camp, vraiment l'intérieur avec ses grandes baignoires en or et un accueil 5 étoiles évidemment. Les tentes sont spacieuses, elles sont perchées le long de rivières, comme vous le voyez ici, le long de rivières de cascades naturelles, tout est inclus, repas, boissons, spa, activités, vous avez votre propre, vous avez un majordome pour les activités en fait, qui est un peu comme un ranger. J'ai parlé de spa, si vous comptez aller 10 fois au spa en 3 jours, vous pouvez. Voilà, c'est inclus dans le prix, et donc il y a un minimum de 3 nuits également. Les activités proposées comprennent des balades en bateau, passer du temps avec les patrouilles de l'ONG Wildlife Alliance, faire de la tyrolienne ou pas, si vous le souhaitez, en arrivant à l'hôtel. Moi, je sais que je le ferai dès que j'ai l'occasion d'y aller. Et voilà, vous l'aurez compris, on est vraiment sur l'expérience de jungle de luxe. Et si vos clients sont un peu aventureux et souhaitent combiner de la nature au balnéaire, alors on peut le proposer dans un programme. Parce que voilà, justement, on a créé un programme qui s'appelle Cambodge Exclusif. C'est un itinéraire unique qui met en valeur l'art, le design
et le patrimoine incroyable des temples d'Angkor, qui dévoile les épisodes de l'histoire de Phnom Penh, puis vous emmène dans les jungles reculées du Cambodge, au Shintamani, donc, pour se terminer à la paisible Riviera cambodgienne avec quelques nuits à l'hôtel Songsa. Et ça, pour moi, ça représente vraiment ce que nous faisons de mieux, car ça combine nos expériences exclusives à NK avec des propriétés exceptionnelles qui sont à la pointe en matière de service client et de style. Et c'est vrai qu'on a lu beaucoup d'études récemment sur le futur du tourisme, et le tourisme de plein air et d'aventure va être de plus en plus populaire, notamment après une longue période de confinement. On n'a pas vraiment envie de rester dans les grandes villes, on a visité les grandes villes. Donc pour ça, Sapa, dans le nord du Vietnam, est un lieu parfait pour des randonnées qui permettent d'apprécier le décor naturel de cette immense vallée qu'est la vallée de Mong A, et d'avoir aussi des contacts avec des locaux. Il y a encore beaucoup de tribus qui vivent dans les montagnes. Donc, c'est quelque chose qu'on organise régulièrement. Alors, ça peut être une randonnée à la journée, ou alors ça peut être des randonnées sur 2 ou 3 jours. Et dans ce cas-là, on recommande souvent de dormir au Topaz Eco Lodge que vous voyez ici, qui est un magnifique lodge qui est situé qui est en haut d'une montagne. Puis ensuite, donc, de redescendre tranquillement la vallée. Après, si Sapa est trop loin, alors on peut aller à Mai Cho. Mai Cho qui est pour moi synonyme d'une immersion totale dans une région vallonnée. C'est aussi paisible que pittoresque. C'est idéal pour profiter d'une escapade en pleine nature. C'est seulement à 2 heures, 2h30 d'Hanoï. Je suis allé il y a quelques années, ça c'est vraiment très bien. La route est plutôt bonne. Alors que faire? On peut visiter des villages, balade le long des rizières, balade en vélo, visite du marché, des grottes, rencontre avec des tribus. Voilà, un peu similaire avec Sapa. Bon, les paysages ne sont pas tout à fait les mêmes, mais ça a l'avantage d'être vraiment très très proche d'Hanoï. Et alors là, voilà, j'ai une slide sur Abercrombie Ken Philanthropie, qui est notre association à but non lucratif, où on essaie un petit peu de redonner, de supporter les communautés qu'on visite. Bon, pas toutes les communautés partout dans le monde, mais en tout cas dans chaque pays où on a un DMC, on a un bureau, et des villages donc, qui sont assez proches des grandes villes visitées par nos clients. Par exemple, ici, en fait, on fournit des filtres à eau de LifeStraw pour de nombreuses écoles à Mai Cho. Donc, Mai Cho, on vient d'en parler, c'est à 2h30 d'Hanoï. Et donc, voilà, du coup, c'est plus de 1000 étudiants qui ont maintenant accès à de l'eau potable. Donc, on a aussi un projet comme ça au Cambodge, on construit des puits, et on en a un peu partout dans le monde. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations là-dessus, Geneviève pourra vous en donner. Et là, voilà, juste c'est la carte pour vous montrer que ça paraît vraiment tout au nord, et Mai Cho est au sud d'Hanoï. Ensuite, on a ce qu'on appelle donc, des insiders, donc ce sont plutôt des experts avec lesquels on travaille. Là, j'en ai vraiment juste mis en avant trois femmes, mais on en a un petit peu partout dans chaque région en fait, d'Asie du Sud-Est. Par exemple, en haut à gauche, vous avez Matengi, qui est l'ancienne en fait, secrétaire d'Aung San Suu Kyi en Birmanie, et donc qui était notamment avec elle quand elle était en maison d'arrêt. Ensuite, on a aussi donc, des experts, des curateurs d'art, des experts en textile, notamment à Bangkok. Là, en Thaïlande, on a accès à la villa d'une des princesses, en fait, d'une des princesses de Thaïlande. Et du coup, on a un expert en art et en histoire royale qui va nous faire découvrir, qui va nous faire visiter cette villa qui est absolument magnifique. On peut aussi déjeuner ou dîner au bord d'une des terrasses. Et donc, je vais terminer avec le Hong Prabang. Ça, c'est une activité qui peut être sympa pour les familles, notamment une initiation à la riziculture, parce que le riz est sans conteste la céréale la plus consommée dans le monde. Donc, on peut donc aller rendre visite à une famille dans les alentours de Hong Prabang. On va les aider à cueillir des légumes. Il y a une leçon de cuisine. On va cuisiner nous-mêmes, pardon. Puis ça se termine souvent par un petit moment sympa où on déguste le repas avec la famille. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. J'ai beaucoup parlé, on a dépassé un petit peu les 30 minutes. Si vous avez des questions, je suis là pour les répondre. Et sinon, que ce soit aujourd'hui ou plus tard, je suis toujours disponible pour vous appeler, pour en discuter au téléphone, par email, que ce soit pour un nouveau projet pour des clients, ou si, encore une fois, on a parlé de croisière fluviale, mais ça peut être aussi pour n'importe quelle autre chose, que ce soit pour du balnéaire, si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup. Merci Baptiste. Écoute, tu as dépassé un petit peu, mais c'était très intéressant. Ça donne envie de revenir en Asie du Sud-Est. Il y a des photos magnifiques. Alors, si vous avez des questions, je vous l'ai dit, questions et réponses, la petite boîte de dialogue au bas de votre écran. J'en ai une pour le moment. On me demande, c'est pas trop facile de répondre à cette question, Baptiste, parce que c'est vaste, mais si on a 15 jours, quelle est la meilleure combinaison entre toutes ces destinations? Est-ce que tu aurais une réponse, peut-être pas unique, mais en tout cas un début de réponse? Non, pas une réponse unique en effet, mais moi, dans tous les cas, je démarre par la Thaïlande. Ouais. Parce que c'est là où il y a le moins de choc culturel quand même. C'est quand même le hub principal en termes de vol, c'est vraiment ce qu'il y a
ce qu'il y a de plus simple. Bangkok, c'est le plus accessible depuis quasiment partout en France. Mais par contre, Bangkok, 1 ou 2 nuits, vraiment la première nuit, parce que bon, il y a des cages horaires. Là, ensuite on a une journée pour tout visiter, aller faire les petits marchés flottants, les klongs, les petits canaux. Ou alors éventuellement, on peut ajouter une journée pour visiter Ayutthaya, qui se fait très bien en bateau ou en voiture, ou en hélicoptère, si les clients ont le budget. Et ensuite, on part tout de suite dans le nord avec Chiang Mai. Moi, je suis un très, très grand fan de Chiang Mai, parce que Chiang Mai, c'est une grande ville. Ça devient une plus grande ville, mais il y a beaucoup de nature autour. Donc, il y a beaucoup de possibilités de randonnée. On peut aller dans des petits écologes, on peut même dormir chez l'habitant éventuellement. Il y a beaucoup, j'ai dit beaucoup d'écologes avec lesquels on travaille, 2 ou 3 nuits. Et ensuite, on est déjà à 5 nuits. Je partirai sur le Vietnam avec un focus, si je veux dire, sur le nord du Vietnam, Hanoï, un petit peu de temps sur la côte. Moi, je zapperai la baie d'Along sur 2 semaines. Et puis, 1 ou 2 nuits de transit à Ho Chi Minh avant de partir au Cambodge. D'accord. Voilà. Là, Après, ça dépend si on veut du balnéaire à la fin, du coup. Dans tous les cas, on rentre sur Bangkok, clairement. Et puis, dans ce cas-là, on peut aller faire 2 nuits sur Phuket, 2 nuits sur Samui, 2 nuits sur Yao Noi, 2 nuits sur… voilà. Il y a du choix, quoi. Oui, puis la question n'est pas facile, encore une fois, parce qu'en effet, toutes les combinaisons sont envisageables. Alors, j'ai une autre question de Maud qui demande au Chintamani, n'est-ce pas trop bruyant pour dormir? Les torrents semblent faire beaucoup de bruit. Oui, je vois un petit sourire, Maud, dans ta question. En effet, ça doit faire un petit peu de bruit, mais c'est un bruit qui est acceptable. Ouais, c'est une très très bonne question, Maud. Bonjour d'ailleurs. Écoute, on a quand même envoyé des clients quand même de différents marchés depuis l'ouverture, et j'ai pas entendu une seule plainte à ce propos, quoi. Donc moi, j'avoue, je n'y suis pas encore allé, Maud. Je pense que je vais devoir attendre un petit peu. Mais non, j'ai un collègue qui était allé avant, il m'en a pas parlé. Je pense pas que ce soit un problème, parce que c'est quand même la propriété la plus chère dans toute la région. Donc je pense que tout a été bien réfléchi, tu vois. Et si ça posait problème aux clients, à mon avis, on le saurait déjà. Je sais pas, ils auraient fait des ajustements. Donc je dirais non. Je peux poser la question. On n'a pas de client là-bas pour l'instant, mais À tester dès que possible, en tout cas. ouais, voilà. Ouais, oui, sans souci. Ouais. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là parce qu'effectivement, on a dépassé le temps qui nous est imparti. Oui, Merci à autant tous pour de moi. votre attention. Merci à Baptiste pour sa jolie présentation. On se retrouve, nous, enfin, ce ne sera pas moi, hein, la semaine prochaine, puisque ce sera une version anglaise d'un webinaire sur la Chine et le Japon. Et toujours la semaine prochaine, nous aurons aussi un webinaire en français, cette fois-ci, sur le Sri Lanka. Et la série des webinaires se conclura une semaine plus tard encore avec une présentation États-Unis. En tout cas, merci de votre attention, de votre fidélité. Et puis, j'espère vous retrouver bientôt. N'hésitez pas, si vous avez des demandes, nous sommes très preneurs en ce moment, comme d'habitude. Bonne journée et à bientôt. Au revoir Merci Baptiste et au beaucoup. revoir à Bonne tous les journée. participants. Au revoir.